D'accord. En Guinée-Bissau, à l'apparence, tout semble se passer dans le calme. Est-ce une apparence trompeuse? La Guinée-Bissau pourrait réserver sous peu de mauvaises surprises. Je m'explique. Le président Omar Sissoko Embalo a été très bien élu à la surprise générale. Il a réussi un coup extraordinaire en délogeant du pouvoir le PAIGC, parti historique, qui a conduit le pays à l'indépendance, ce qui n'était pas une mince affaire. Mais depuis son installation au pouvoir, il y a beaucoup d'eau à couler sous les ponts. Politiquement d'abord, Omar Sissoko Embalo est en conflit presque ouvert avec un de ses bras droits, Ibrahima Kamara du MADEM, une dissidence justement de cacique du PAIGC qui a servi de tremplin à son ascension politique parce que c'est le MADEM G15, c'est la dissidence du MADEM G15 qui a porté un coup fatal au PAIGC. Mais entre Ibrahima Kamara et Omar Sissoko Embalo, tout n'est pas au beau fixe et on est gentil quand on le dit comme ça, c'est une litote. Donc il y a de l'eau dans le gaz entre les deux. De surcroît, il s'ajoute à cela une réelle difficulté entre le président et son premier ministre Nuno Nabiam. Dernièrement, il y a eu des escarmouches entre les deux hommes concernant la gestion d'un avion qui aurait atterri sur le tarmac de l'aéroport de Bissau, dont on ne connaissait pas la provenance. Le Premier ministre a utilisé la présence de cet avion-là pour charger un peu le président et le mettre en difficulté. Et finalement, il y a eu des investigations qui ont montré qu'il n'y avait rien de suspect, que ce n'était pas une cargaison d'armes comme cela avait été dit dans une partie de la presse guinéenne. Et ils sont en train de recoller les morceaux, mais le bras de fer au niveau du pouvoir entre le président Embalo et son premier ministre Nuno Nabiam ne présage rien de bon parce que les deux hommes sont à couteau tiré. Certains ministres n'obéissent qu'au président Embalo, d'autres n'obéissent qu'au premier ministre. Donc on sent une tension tellement forte entre les deux, mais le Sénégal ne suivant pas de manière généralement très soutenue la crise politique en Guinée-Bissau, on ne semble pas penser que ça pourrait déborder. Mais Barka, dans les systèmes politiques africains que nous connaissons, comment un président peut être en conflit avec son premier ministre et que ce dernier reste toujours au poste? D'abord, le système bissau-guinéen est un système politique bissau-guinéen, c'est un système politique assez singulier, où il y a un partage du pouvoir entre le président et le Premier ministre, et un partage du pouvoir très complexe, qui fait que si les deux personnes ne sont pas du même bord politique, ou si le président et le Premier ministre sont deux trop fortes personnalités, cela génère toujours des crises, et cela n'a pas commencé avec le président Embalo. Son prédécesseur, le président Joseph Mario Vaz, avait eu les mêmes difficultés avec différents premiers ministres et il avait été obligé tout le temps de changer de premier ministre, y compris Omar Sissoko Embalo qui a été, pour la petite histoire, un de ses anciens premiers ministres. Donc, il y a une volonté de la part du président Embalo de corriger ces dysfonctionnements hérités de la constitution guinéenne, mais pour le moment, il n'a pas encore une majorité suffisante au Parlement pour pouvoir faire les réformes constitutionnelles qui simplifieraient et clarifieraient le jeu politique en adoptant peut-être un système présidentiel fort qui correspondrait mieux, je pense, au caractère et au tempérament du président Embalo. Donc je pense qu'il a intérêt un peu à apaiser ses relations d'une part avec le Premier ministre, d'autre part avec ses alliés du MODEM, et de surveiller de très près ce qui se passe, et c'est très important, le troisième front, comment apaiser les tensions au sein de l'armée bissau-guinéenne, qui est une armée très très particulière. Même s'il est vrai qu'il est issu de cette armée, qu'il a le grade de général, c'est une armée très difficile à commander, issue de la guerre de libération et qui a certaines réalités sociologiques et
qui est géré par une certaine composante de la population guinéenne qui est très forte là-bas, les Balantes, dont il gagnerait à huiler ses rapports avec la hiérarchie militaire Balante qui gère presque 80 jusqu'à 85% des postes de commandement et qui lui ont été jusque-là favorables. Il gagnerait mieux à huiler ses relations s'il veut encore régner en toute tranquillité. Une ethnie à laquelle appartient le Premier ministre? Une ethnie à laquelle appartient le Premier ministre. Est-ce que ce n'est pas ce qui rend beaucoup plus complexe les relations entre le Premier ministre bissau-guinéen et le président Embalo? Tout est compliqué en Guinée-Bissau et cela est dû à la trajectoire de l'État. Le malheur de la Guinée-Bissau, c'est d'abord d'avoir été la colonie d'une colonie. Je m'explique. La Guinée-Bissau, sa colonisation est l'une des plus dures et disons même des plus sauvages que l'Afrique ait enregistrées. Les colons portugais ont sous-traité la colonisation de la Guinée-Bissau au départ au Cap-Vert, des bêtises capverdiens qui sont venus là-bas, qui se sont comportés de manière très dure contre les populations bissau-guinéennes. Et la guerre de libération a été une guerre de libération sanglante. Les colons portugais avaient un mot d'ordre pour ce qui concerne la Guinée-Bissau. Ils avaient carrément dit pas d'école, pas d'élite. Ce qui fait une situation ahurissante. Après l'héroïque guerre de libération menée par Cabral et ses troupes du PAIGC, la Guinée-Bissau ne comptait pas plus de 20 diplômés de l'enseignement supérieur. Voilà le type de pays auquel a hérité Oumar Sissoko Embalo, un pays qui entre-temps a connu un nombre incalculable de coups d'État, qui a connu une quasi-guerre civile, qui avait conduit le Sénégal à aller intervenir là-bas durant l'opération Gabou. Donc c'est un pays... Sous le règne du président Abdou Diouf. Sous le règne du président Abdou Diouf. Donc c'est un pays extrêmement complexe, extrêmement difficile à gouverner. Il faut beaucoup de tact, beaucoup de maturité pour pouvoir gérer ce pays. Et le Sénégal, la Guinée-Bissau constitue presque une question de sécurité nationale pour nous. Il ne faudrait pas laisser le président Embalo, même s'il faut respecter totalement la souveraineté d'un pays frère et d'un pays voisin, être face à face à ces contradictions. Plus que jamais, on a besoin de l'épauler, de l'aider, tout en respectant, comme je l'ai dit une fois de plus, la souveraineté de ce pays-là, mais à jouer à l'apaisement et à la stabilité de ce pays. On en a besoin et évidemment, on doit développer la coopération entre les deux pays dans le sens gagnant-gagnant. Si la Guinée-Bissau n'est pas stable, immédiatement, évidemment, cela aura des répercussions au sud, dans notre propre frontière en Casamance, alors qu'on se donne un mal fou pour régler la crise casamançaise pour le moment qui arrive. On arrive à cantonner, surtout après les derniers succès militaires portés contre les bases du MFDC. Mais il ne faudrait pas qu'on pense que tout est rose et qu'on a un président ami là-bas. On a un président ami qui est au pouvoir à Bissau, mais c'est un président très très fragile et qui pourrait faire face demain à une opposition très forte qui pourrait peut-être même l'emporter s'il ne fait pas attention. Justement, on note une certaine proximité entre le président Macky Sall et le président Embalo. Est-ce qu'on peut considérer cela comme un atout pour le Sénégal? Si c'est le cas, est-ce que cela fait les mêmes effets au niveau de la Guinée-Bissau pour le président Embalo? Tout dépend de la manière dont les deux présidents vont jouer de cette relation. A priori, ça devrait être une aubaine qu'on ait un président aussi proche en Guinée-Bissau du président Macky Sall, qui a même des relations de petit frère à grand frère. J'ai eu la chance de faire le premier entretien avec Oumar Sissoko Embalo comme président élu de la Guinée-Bissau. Et aussi bien au cours de cet entretien qu'en privé, il m'a fait part des relations très fortes qui le lient au président Macky Sall, qui le lient même à la première dame du Sénégal, aux enfants du couple présidentiel. Il a habité quasiment chez le président Sall pendant 3 ans. Il a assisté
à la naissance de l'APR, il connaît très très bien le Sénégal, il connaît très très bien le couple présidentiel. Alors si on a un tel candidat, enfin, ou bien un tel homme politique à la tête de la Guinée-Bissau, ça ne peut être que bénéfique. Parce que c'est une occurrence qui arrive rarement dans l'histoire, qu'on ait un alignement des planètes presque parfait, aussi bien à Banjul qu'à Bissau, avec deux présidents qui sont notoirement proches du président Macky Sall. Mais il faut transformer ça en atout. Et évidemment, le Sénégal ne va pas se comporter en envahisseur ou en donneur de leçons, parce que c'est des pays dont il faut respecter totalement la souveraineté. Mais le Sénégal ne devrait pas avoir honte aussi de profiter de cette relation-là pour en tirer le meilleur profit, tant sur le plan sécuritaire, sur le plan de la coopération, parce que c'est des occurrences qui arrivent très rarement en géopolitique. Pourquoi le Sénégal devrait avoir honte de manifester son amitié ou bien sa proximité avec deux présidents qui nous sont favorables? Et pourquoi les gens devraient s'en émouvoir? Tout dépend du soft power qu'on peut développer, c'est-à-dire de l'influence positive qu'on peut avoir sur ces deux pays-là, tout en tenant compte des leçons du passé, ne pas arriver avec nos gros sabots et les considérer comme de petits pays, parce qu'il n'y a pas de petits pays, il n'y a que des États souverains. Mais le Sénégal devrait développer une véritable coopération, tant sur le plan sécuritaire et surtout sur le plan économique, pour en faire des marchés ouverts, gagnant-gagnant, pour que nos hommes d'affaires, nos entrepreneurs puissent faire de Banjul, de Conakry et de Bissau le prolongement naturel de leurs débouchés. Mais est-ce que cette proximité que le président Embalo a avec le président Macky Sall est bien perçue en Guinée-Bissau par les Bissau-Guinéens? Mais évidemment, une partie de la population ou bien les adversaires du président Embalo vont toujours utiliser cette proximité-là pour faire de Embalo l'agent d'influence de Macky Sall à Bissau. Mais ça, c'est de bonne guerre, tant que ce sont ses adversaires qui le lui disent, ou bien que si symboliquement le président Embalo donne le nom d'une avenue au président Macky Sall et que ça fasse les choux gras d'une partie de la presse, parce que le peuple bissau-guinéen, du fait de sa lutte héroïque contre le colon portugais, c'est le seul pays en Afrique de l'Ouest qui s'est débarrassé d'une puissance coloniale par les armes. Donc ce n'est pas un petit pays. Ils sont petits peut-être par la géographie, mais par l'histoire, par les faits d'armes, c'est un très 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 grand pays. Que les adversaires de Mbalo utilisent ça contre le Sénégal, c'est de bonne guerre. L'essentiel pour nous, c'est de savoir en tirer les meilleurs profits, d'augmenter la coopération dans ces pays-là, de mettre là-bas les meilleurs représentants diplomatiques possibles, ce qui commence à être le cas, parce qu'il y a des diplomates chevronnés maintenant qui sont envoyés aussi bien à Bissau, à Conakry qu'à Banjul ou bien même à Bamako. Les indemnités commencent à être revalorisées en fonction de l'importance qu'on doit accorder à cette zone-là. Mais on doit faire beaucoup plus en termes d'influence culturelle. Ouvrir là-bas des lycées d'excellence, des centres culturels, parce qu'il y a un gap culturel qui fait que Bissau peut sembler très lointain du fait de l'héritage de la colonisation. Il y a la barrière de la langue, le créole, le portugais, qui fait que ce n'est pas des pays tournés vers la francophonie, même si Bissau a fait un effort en utilisant le franc CFA. Le président Diouf l'avait compris en parrainant l'entrée de la Guinée-Bissau dans la zone CFA, ce qui avait créé quelques remous, mais bon, c'est dans la bonne voie. Le président Macky Sall a le devoir de consolider cet axe-là et de renforcer l'influence politique, géopolitique et culturelle du Sénégal dans ces zones-là. Le partage des ressources naturelles entre les deux pays, est-ce que ce partage-là est perçu comme équitable de la part des Bissau-Guinéens? Ça a toujours été une pomme de discorde et même récemment, les adversaires du président Mbalo ont évoqué un accord entre guillemets secret qu'il y aurait eu entre le président Mbalo et le président Macky Sall autour du partage des ressources pétrolières qui ferait la part belle au Sénégal. Évidemment, Mbalo a totalement nié cela en les renvoyant simplement
à l'agence de coopération et de gestion qui a été mise en place entre les deux pays après que le tribunal international ait abrité en faveur du Sénégal. Il s'agit d'une zone maritime qui semblait être commune aux deux pays, que réclamaient les deux pays, mais l'arbitrage international a totalement donné raison au Sénégal à l'époque. Mais le Sénégal, pour garder des relations de bon voisinage, avait dit qu'il garderait 85% de toutes les ressources qui seraient trouvées dans cette zone commune et accorderait 15% à la Guinée-Bissau. Mais de manière parfois un peu démagogique et nationaliste, très souvent, une partie de la classe politique bissau-guinéenne disent que c'est un partage léonin, qu'ils ne sont pas d'accord avec ce partage, etc. Il s'agit de cette question-là, alors que cela a été vidé par les tribunaux. Et beaucoup profitent de la complexité de cette question-là et du fait que une partie de la population est très nationaliste et n'est pas très au fait de l'arbitrage pour remettre ça en question. Mais je pense qu'en bonne intelligence, on trouvera toujours le moyen de gérer cette crise-là.